Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première série de webinaires dédiés à la durabilité. Donc, j'ai le plaisir d'introduire cette première session. Le thème de notre premier webinaire porte principalement sur la durabilité au service de votre stratégie, de l'innovation. Et ce sont des thèmes que l'on va aborder au cours des 3 séances que nous inaugurons aujourd'hui. Ainsi, nous avons prévu, donc notez-le dans vos agendas, aujourd'hui le 6 mai, le RSE au service de l'innovation. Le 22 mai, notez la RSE au service du développement économique, aux mêmes horaires qu'aujourd'hui, 12h45, 13h30, un format court. Et puis, notre troisième webinaire, la RSE au service d'un management fédérateur, le 10 juin 2025. Notre objectif, c'est pour ceux qui ont déjà entendu parler, et je suis sûre que c'est le cas de la plupart des gens qui sont connectés de la RSE, de vous les poser dans un contexte, d'avoir une approche pragmatique, en essayant à la fois peut-être d'ouvrir vos chakras professionnels sur une matière bien que vous connaissez peu ou pas, et donc vous peut-être susciter chez vous des réactions d'entrepreneurs. Et puis pour ceux qui sont déjà dans l'opérationnel de la RSE, nous espérons aussi pouvoir vous donner des pistes de réflexion dans votre quotidien. Alors, nous sommes 3. C'est la première fois pour ce qui me concerne que nous intervenons ainsi. On est très content d'avoir réussi à mener ce challenge de coordonner 3 professionnels complémentaires dans cette série de webinaires. Donc, je vais laisser Delphine Place se présenter et puis je conclurai moi-même ma présentation. Bonjour à tous, enchantée. Donc Delphine Place, manager pôle RSE chez Ficorec. Donc nous, on est Delphine Galin, parler d'expertise. Nous, on a un cabinet d'expertise comptable, commissariat aux comptes, donc audit et organisme donc tiers indépendant. Voilà. Donc si vous entendez. Je peux enchaîner, sinon je peux prendre la main sur Delphine si elle a un petit problème technique en attendant qu'elle revienne parmi nous. T'es d'accord? Vas-y, Amandine, oui. Ok, ça marche. Donc moi, je me présente, je m'appelle Amandine Rovert. J'ai travaillé longtemps dans l'informatique et les télécoms et je suis aujourd'hui orientée sur le consulting en RSE et en numérique responsable. Je suis la complémentarité de mes deux collègues Delphine Place et Delphine Galin sur le côté entreprise et sur le retour d'expérience terrain de la RSE. Donc, ce sera un plaisir pour moi de compléter les échanges que nous allons avoir, à la fois avec Delphine Galin sur la partie avocat, puisque Garoé Avocat est assez intéressant comme cabinet, puisqu'ils sont engagés dans la RSE et l'environnemental depuis un moment déjà. Et puis Delphine Place qui va nous rejoindre là sur Ficorec, qui est aussi un cabinet d'expertise comptable, qui est aussi un OTI, donc c'est-à-dire un organisme tiers de confiance qui fait partie des personnes avec lesquelles on travaille, nous, pour travailler sur l'édition de rapports RSE qui soient acceptables dans le cadre de la CSRD. Donc, nos 3 complémentarités seront vraiment importantes parce que vous aurez l'expertise comptable, la partie avocat et la partie terrain que je représente aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien, Delphine, oui, parfait. Ok, bon, alors je ne sais pas, il y a eu un bug. Donc oui, enchantée. Donc merci Amandine pour la pré-présentation. Donc Delphine Place, manager pôle RSE, donc cabinet CRO Ficorec. Donc nous, comme elle le disait, on est spécialisé donc tout ce qui est audit et aussi conseil, mais donc pas les deux en même temps, sinon on est jugé parti. Et donc on intervient sur effectivement la validation des comptes extra-financiers, maintenant ce qu'on appelle les informations de durabilité, et aussi en tant qu'organisme tiers indépendant. Delphine, si chez Ficorec, c'est un petit souci, peut-être tu peux enchaîner sur la première slide sur qu'est-ce que la RSE, sinon, pour qu'elle puisse avoir le temps. Pas de problème. Moi, j'entends bien Delphine, donc je pense que peut-être Amandine, tu ne reçois pas le son de Delphine, mais nous, on l'entend très bien. Donc, j'enchaîne parce que le timing, finalement, fonctionne assez bien. Donc, il y a une question première à se poser qui me paraît évidente, mais c'est jamais une économie que de se la poser. Voilà, c'est quoi la RSE? La RSE, une définition que moi, je trouve assez simple, c'est quand une entreprise qui s'engage de manière volontaire pour avoir un impact
positif, à la fois sur la société, la planète et sur son environnement proche, ses parties prenantes. Tout ça avec un objectif ultime qui reste quand même d'être économiquement viable. Donc, une fois qu'on a dit ça, en pratique, généralement, la RSE, elle a un écho quand on dit que c'est respecter les droits humains, respecter l'environnement, puis c'est aussi respecter un équilibre des gouvernances au sein d'une société. L'idée, c'est l'entreprise qui va effectivement, dans sa démarche commerciale, dans son développement économique, prendre en compte l'impact qu'elle peut avoir sur l'ensemble de ses parties prenantes. C'est-à-dire que son objectif ne va pas être que, ce qui n'est pas, et le que, c'est un petit que, satisfaire ses actionnaires, ça va être aussi faire en sorte de générer autour d'elle un impact positif au-delà même de la recherche de profit. Il y a 3 piliers que tout le monde connaît ou presque, qui sont les fondements de la RSE. Les piliers que l'on nomme ESG, alors je m'excuse par avance, je nous excuse par avance parce que c'est une matière où on emploie beaucoup d'acronymes. Donc, pour ceux qui effectivement découvrent complètement, ça ne va pas être simple parfois, mais si vous le désirez, vous aurez accès, à ceux qui le demandent par message, à notre support de présentation. Donc, ESG pour environnement, social et gouvernance. Ce sont les 3 piliers de la RSE. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fini naturellement, vous allez voir, c'est tout l'objet de notre présentation. Mais la RSE, en tant que telle, ne peut pas se limiter ou se confondre qu'avec d'autres concepts qui sont aussi pourtant des composantes de cette RSE. Donc, la RSE, ce n'est pas que l'ESG, ce n'est pas que les grands piliers, ce n'est pas que l'ISR qui se focus plutôt sur le côté finance de la RSE, ce n'est pas que non plus les objectifs de développement durable, ce n'est pas non plus que l'économie sociale et solidaire, et ce n'est pas non plus qu'une question de conformité réglementaire, comme beaucoup l'ont peut-être en première approche, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui sont concernés par un certain nombre de réglementations peuvent se dire que c'est une contrainte et une conformité de plus, mais non, ce n'est pas que ça. Et puis, c'est aussi à différencier, même si on va l'évoquer, avec ce qu'on appelle en économie le paternalisme, et la philanthropie, le paternalisme, c'est cette figure du chef d'entreprise qui, après avoir réussi, va autour de lui essayer d'avoir un impact positif, et ce sont souvent des actions que l'on raccroche au mécénat, mais pas que. Mais c'est une des composantes, mais ce n'est pas que ça. Donc ça, c'était vraiment un point de vue un peu didactique sur qu'est-ce que la RSE. Maintenant, Amandine va nous présenter, alors j'espère que tout va bien chez Amandine d'un point de vue technique, va nous présenter un outil très pratique que je vous invite vraiment à noter et à consulter par la suite, qui est ce portail RSE. Alors oui, comme la RSE, ça a toujours été un sujet assez large et complexe, puisque c'est un sujet complètement transversal qui concerne tout le board et toute la direction générale d'une entreprise, quels que soient les départements. C'est vrai que chacun peut se prendre la RSE dans son petit territoire de jeu et commencer à l'appliquer pour son métier. Alors, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, l'État a petit à petit créé un portail RSE. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est testé. Et donc, à l'intérieur de ce portail, que vous pouvez flasher avec le QR code que je vous ai mis sur la droite, c'est un accès direct au portail en question. Et donc, vous allez accéder directement à ce portail qui vous permet de faire de la sensibilisation à vos collaborateurs et à bien comprendre tous les cas de figure de la RSE, sur la manière dont on peut se mettre en marche. En fait, il y a énormément de propositions d'éco-gestes, il y a des petits morceaux de formation que l'on peut suivre en live sur des formats courts. Et on a aussi également toutes les définitions de comment on met en place la RSE, quelles sont les étapes. Est-ce qu'on doit faire un bilan carbone? Est-ce qu'on doit travailler sur une matrice de matérialité? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On parle aussi de la collecte des données pour pouvoir travailler sur un premier rapport RSE. Et on peut même s'évaluer avec un espèce de calculette qui permet un peu de savoir où on en est, qui est plutôt une matrice d'évaluation de la maturité, et vérifier si on est éligible ou pas à la CSRD.
Donc, c'est une vraie mine d'or qui s'est construite au fil des mois. Et plus ça va, et plus ce portail RSE beta.gouv, qui est encore en format bêta, donc, se constitue et fait partie un petit peu des éléments à savoir en entreprise. Donc, parcourez-le quand vous serez en réflexion avec vos équipes. Donc, vas-y, tu peux prendre la main. À la suite de cette présentation générique, on va rentrer un peu plus dans le dur. Et donc là, c'est Delphine qui va prendre la casquette de la technique. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a un certain nombre d'acronymes. Donc, je suis bien contente de ne pas présenter cette slide, Delphine. Donc, je te laisse l'opportunité de le faire. Donc, c'était pour dresser quelques éléments de contexte en fait sur la stratégie de finances durables européenne. Donc, il y a un package qui est le pacte vert, qui est donc le Green Deal, dans lequel il y a un corpus réglementaire et dont le but était en fait de maintenir une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 55%, donc le fameux Fit for 55, en but d'atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc, l'objet en fait de tous ces mécanismes à la fois financiers et réglementaires était d'orienter en fait les capitaux et les investissements vers de l'économie dite durable. Donc, il y avait en gros 3 axes sur les entreprises. Il y avait la CS3D, donc tout ce qui est reporting et directives de due diligence en fait sur toute la chaîne de valeur, donc sur la chaîne de valeur et sur la prise en compte en fait de tous les sous-traitants amont, aval, etc. Et il y avait une partie aussi donc qui est la directive sur le reporting CSRD dont on va parler un peu plus après, qui est la partie plus en fait un devoir de dire, alors que la CS3D au-dessus est un devoir de faire. Et parallèlement, il y avait également, et il y a toujours au jour d'aujourd'hui dans les textes, mais on va voir l'actu réglementaire, c'est en plein changement, plusieurs règlements sur tout ce qu'on appelle taxonomie et donc sur la publication de ratios. La taxonomie, c'est quoi en fait il y a des listes d'activités qui sont dites durables et dedans, l'idée c'était de reporter sur en fait des CAPEX et des OPEX qui étaient fléchés comme étant vert. Le mécanisme étant pour tout cela que toutes les datas en fait qui soient dans les rapports de durabilité remontent au niveau européen dans des bases de données et qui servent en fait aussi à flécher du coup les investissements des financiers qui eux du coup reportent sous l'équivalent de la CSRD mais pour la finance. Donc c'était un mécanisme en fait qui était prévu pour financer la transition puisqu'aujourd'hui les caisses des États sont quand même assez vides et donc l'idée était de diriger vraiment les capitaux vers la partie verte. Voilà. Donc, si on passe à la slide suivante sur les actus réglementaires, pour ceux qui ont suivi un petit peu les mouvements de ces derniers temps. Donc, en février, suite à l'adoption en fait de toutes ces directives, enfin pas la partie CS3D qui est en cours, les entreprises en fait avaient commencé à se mettre en ordre de marche pour tout ce qui est reporting et certaines donc reportaient déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vague 1, qui est en fait les entreprises qui, au 1er janvier 2024, étaient en application de la CSRD et qui avant avaient, pour ceux qui connaissaient, la NFRD qui était en fait, on va dire, l'ancêtre de la CSRD. Donc, sur ces directives-là et par rapport aux mouvements qui sont en cours, il y a une directive qui a été proposée en février 2025 pour modifier en fait en 2 temps une partie qui s'appelle Stop the Clock et qui est en gros une suspension dans le temps, on va dire, de certaines étapes de certains, on va dire, seuils de reporting et une partie qui concerne vraiment les seuils. C'est-à-dire qu'il y en a une qui c'est en décalage dans le temps et l'autre, ça va être sur des seuils, sur des contenus et la deuxième s'appelle content. Donc, sur cette vague 1, en fait, c'était essentiellement les entités d'intérêt public, les EIP et des sociétés qui étaient cotées sur des marchés réglementés. Donc, aujourd'hui, sur cette vague 1, finalement, il n'y a pas de changement de calendrier. Par contre, il y a des dispositions transitoires étendues. Donc, pour ceux qui aiment les normes, on parle là des appendices C de l'ESRS 1, voilà. Donc, sur les dispositions transitoires étendues. Ensuite, pour la vague 2, donc ça, c'était la vague attendue. Donc, c'était les entreprises, et ce le sont toujours aujourd'hui, en fait, qui étaient
soumise en application au 1er janvier 2025. Donc là, c'est acté, il y a un report de 2 ans, donc ça comptera en fait sur les exercices 2027. Vague 3, en fait, c'était les PME cotées, et vague 4, donc PME cotées aussi, il y a un report. Et vague 4, on était sur en fait des entités, des groupes qui ont des filiales ou qui faisaient en seuil 150 millions de chiffre d'affaires, avec une filiale ou une succursale qui atteignait des seuils de 40 millions. Donc, voilà. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Par contre, ce qu'on attend sur les parties contintes, donc sur la deuxième phase, si l'on peut dire, c'est des seuils qui sont en renégo au niveau de l'Union européenne et qui passeraient à 1000 salariés au lieu d'aujourd'hui 250 pour tout ce qui est vague 2. Et avec une revue aussi des normes qui s'appellent donc les ESRS pour la CSRD, et ces normes-là qui seraient revues par les FRAG et allégées, sachant que pareil, il y a des révisions des règlements taxonomiques qui sont prévus et des allègements possibles pour certains seuils d'entreprise. De la même manière, il y avait des normes sectorielles qui avaient commencé à sortir, notamment dans le oil and gas, et qui ne sont, du coup, les normes sectorielles sont abandonnées. Et sur des niveaux d'assurance, aujourd'hui, on est sur des niveaux d'assurance qu'on appelle limités, donc qui sont, on va dire, un peu plus légères, si on peut dire light, que des niveaux d'assurance raisonnables qu'on a aujourd'hui sur les comptes financiers. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, ça resterait sur ces seuils-là. Voilà. Après, il y a des dispositions aussi qui sont prévues pour la CS3D et la taxonomie, mais je ne rentrerai pas plus dans le détail. Pour autant, c'est pas pour ça que les entreprises qui ne font pas 1000 salariés abandonnent leur démarche RSE. Donc voilà, c'est pas le cas. D'autant que l'Union a proposé des standards type VSME, donc on va dire une CSRD allégée, qui potentiellement donc devrait pouvoir devenir, enfin, sont volontaires et devraient pouvoir en fait être aujourd'hui fléchés pour ces entreprises qui étaient aujourd'hui prévues dans le scope de la vague 2 et qui ne le seront plus. Voilà, probablement. Donc, ça permet de donner en fait un allègement sur les normes et ils sont en train de réfléchir pour en garder quand même la structure, notamment toutes les parties double matérialité qu'évoquait Amandine tout à l'heure. Voilà. Sur la suite, donc je vais laisser Amandine présenter tout ce qui est lié donc à la transition et on va dire aux facteurs de motivation de cette transition, même si c'est plus le réglementaire qui pousse aujourd'hui, en tout cas comme cela a été prévu avec la même intensité qu'au départ. Alors Amandine, tu as la parole pour la suite, je t'en prie. Alors, là, du coup, le focus qui va être fait sur ce slide-là, ce sera plutôt de mettre en avant le fait que l'ADEME est un organisme qui va beaucoup aider les entreprises à se mettre en marche. Tout simplement, elle est un élément déclencheur aussi des aides, mais surtout ce qui a été remonté par les gens de l'ADEME en ayant travaillé beaucoup avec les entreprises depuis une bonne vingtaine d'années, c'est qu'il y a 5 éléments qui font qu'on a des éléments déclencheurs à la transition réellement quand on est du côté entreprise. C'est soit on a vécu des mauvaises expériences suite à des moments, à des chahutages ou des chahutations, on ne va pas dire ça comme ça, on va dire à des mauvaises expériences liées à la météo, à des caprices de la météo, voilà, je y arrive mieux. Par exemple, quand il y a eu de la grêle, ou quand il y a eu une grosse pluie, ou comme par exemple dans le Mercantour, carrément la montagne s'est effondrée et a fait tomber le village. Donc, c'est généralement quand il y a des situations de crise fortes que l'on commence à bouger et on se rend compte que les risques climatiques sont beaucoup plus larges que ce qu'on imaginait au départ. La deuxième raison, c'est qu'on a effectivement l'incitation réglementaire, comme vient de le dire Delphine, sur la CSRD et l'effet de ruissellement des grands comptes et des donneurs d'ordre vers les PME qui sont obligés finalement de s'aligner de gré ou de force quelque part par rapport aux critères qui sont demandés dans les achats quand il y a des appels d'offres publics ou qu'il y a des critères ajoutés dans les demandes des grands comptes. Donc forcément, ça oblige aussi à s'aligner un minimum et à présenter au moins un rapport ou des éléments liés à la RSE qui sont un peu plus avérés que des éco-gestes. La troisième possibilité, c'est d'avoir des parties prenantes, un banquier, des investisseurs, des fournisseurs qui viennent et qui vous demandent un peu où vous en êtes avec votre rapport ESG. Et généralement, la première fois que les patrons entendent ça, ils se disent
c'est pas que c'était si important que ça, sauf que les demandes deviennent de plus en plus récurrentes auprès des banques qui, elles, sont obligées d'avoir davantage de visibilité sur les différentes entreprises qu'elles accompagnent, tout simplement parce qu'elles ont elles-mêmes des critères d'aide et d'accompagnement des entreprises. Donc, elles sont beaucoup plus demandeuses qu'avant. Et moi, j'ai déjà eu des entreprises qui sont venues me voir, elles faisaient que 30 personnes et qui m'ont dit « Nos banquiers nous demandent des comptes sur les rapports ESG, on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, vraiment, ça se voit de plus en plus. La quatrième éventuelle possibilité qui peut vous faire basculer vers la transition, c'est d'avoir une démarche environnementale qui vous intéresse particulièrement pour faire des économies, parfois aussi, sur les énergies fossiles ou les énergies électriques qui sont très élevées, selon les business dans lesquels on peut se trouver. Ça peut être le cas d'un potier qui utilise énormément d'énergie dans les fours et qui se retrouve coincé quand l'énergie monte. Des choses qui sont finalement très perturbantes dans l'activité. Ou alors, ça peut être juste une analyse de risque en se disant qu'il y a un risque peut-être de départ rapide, de turnover fort dans une entreprise qui ne serait pas alignée. Beaucoup de sujets comme ça viennent parce qu'il y a un problème à un moment donné qui se révèle et c'est parce qu'on a des éléments déclencheurs que du coup l'ADEME a déjà décidé de rentrer dans la démarche, d'accompagner dès la stratégie les entreprises et vous verrez qu'elle va donner beaucoup d'actions comme on va le voir petit à petit. Donc généralement, on démarre par la stratégie puis on fait un diagnostic qu'on accompagne. Donc en gros, les entreprises qui ont décidé de le faire, comme je disais, c'est soit avec les marchés publics, soit avec les grands comptes, pour ne pas perdre les contrats, parce qu'en fait, les points que l'on donne dans l'analyse des réponses sont de plus en plus élevés. Alors, au début, on était sur 5 points liés au changement climatique ou à la RSE. Aujourd'hui, dans le secteur public, on est à 15 points liés à la RSE, ce qui a été beaucoup plus réévalué depuis les 2 dernières années. Donc, ça se sent au niveau des donneurs d'ordre. Également, dans la chaîne de valeur, on travaille sur un morceau. Moi, j'ai des clients qui sont au milieu d'une chaîne de valeur. Ils sont en amont et en aval d'un produit en fabrication. Et c'est vrai que par ce biais d'influence et d'écosystème, ils sont obligés de s'y mettre tout simplement parce qu'elles respectent soit un fournisseur qui va plus loin qu'eux, soit ils ont envie d'aller chercher une certification et donc du coup, ça influe aussi vers l'aval. Les facteurs d'attractivité, bien sûr, parce que les talents bougent. Les jeunes, aujourd'hui, sont tous formés. Moi-même, j'interviens en Bachelor 1 jusqu'en Master 2 et globalement, il n'y en a pas un seul jeune aujourd'hui qui sort d'un Master 2 sans avoir entendu parler de RSE et avoir été formé à ça. Donc, ils vont avoir tendance à trouver ça quasiment normal, que ça soit développé dans l'entreprise et trouveront anormal qu'une entreprise ne soit pas du tout investie dans ce domaine-là. Et ça fera partie aussi des départs, parce qu'en fait, quand ils ne se sentent pas alignés, ils quittent l'entreprise sans aucune hésitation, ce qui était un peu moins le cas des générations précédentes. Autre élément, c'est la réglementation qui, plus qu'on imagine, influence énormément les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur qui échappe. On a tous les ans quelque chose de nouveau qui émerge, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur industriel. Nous, en informatique, on a pareil des lois qui se renforcent d'année en année. Donc, il n'y a pas un seul moment où la réglementation ne rattrape pas. Voilà, donc on peut être à la fois influencé par ces parties prenantes comme par la loi. Ça dépend des côtés et souvent, c'est par l'ensemble que l'on est influencé. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Delphine qui va un petit peu focuser sur le thème de cette présentation qui est quand même la RSE au service de l'innovation. Alors, on a déjà évoqué un certain nombre d'innovations, notamment celle que tu viens à peine d'évoquer, c'est-à-dire l'innovation RH, c'est-à-dire se renouveler, se rendre attractif, et qui est une préoccupation du quotidien pour tous les employeurs, je pense. Et puis, on va recentrer un petit peu avec Delphine qui va effectivement nous dire quels sont les enjeux en matière d'innovation à mettre en œuvre une politique RSE ou plus de la conformité dans son entreprise. Oui, alors tout à fait, Delphine. Donc, Amandine le disait sur tout ce qui est attente, donc à la fois des clients par la chaîne de valeur, par les marchés publics, avec la loi climat et résilience et l'intégration donc de critères RSE à partir d'août 2026 d'ailleurs, obligatoire pour l'attribution des offres. Donc ça, c'est des choix qui sont impactants. Donc on le voit au niveau de la chaîne de valeur, les consommateurs aussi. Aujourd'hui, le marché de la seconde main explose. On le voit avec les grandes marques, Back Market, Vinted. Aujourd'hui, c'est estimé à 40% des Français en fait qui ont déjà acheté des vêtements de deuxième main. Alors même si on sait que le
le choix, en fait, est 60% sur le prix, 40% sur le reste. Les 40%, en général, c'est quand même des critères environnementaux qui rentrent dans la balance. Donc, on voit qu'au niveau des enjeux et des attentes, ça devient, en fait, un enjeu d'innovation pour après arriver à vendre et à intégrer ça dans son, on va dire, modèle d'affaires et à plus long terme sur un modèle d'affaires durable. De la même manière, en termes d'innovation sur tout ce qui est fabrication, pour le respect des normes éthiques et sociales, avec tous les scandales malheureusement qui ont eu lieu ces dernières années. Donc, il y a une prise de conscience en fait progressive, avec des enjeux aujourd'hui, ne serait-ce que pour limiter certaines ruptures sur certaines chaînes d'appro, de relocalisation des fabrications. Donc, ça, c'est sur ces parties-là, mais également sur toutes les dimensions environnementales. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'innover pour présenter des prestations carbone. Nous, on a été sollicités pour des appels d'offres et clairement même pour des prestations intellectuelles. Aujourd'hui, on nous demande en fait d'évaluer l'empreinte carbone de nos prestations et pourtant, on n'est pas des électro-intensifs, on n'est pas la sidérurgie. Donc voilà, c'est des choses qui commencent à arriver. Pareil sur tout ce qui est robustesse des produits, recyclabilité, d'autant qu'il y a de nouvelles réglementations sur l'éco-conception qui arrivent avec les règlements ASPER. La sobriété des ressources aussi, quand on a, notamment dans les industries agroalimentaires, des fabrications de soda, des brasseries, des enjeux liés par exemple à la fabrication, et notamment à tout ce qui est consommation d'eau, c'est compliqué de maintenir son business model quand il y a un arrêté préfectoral qui vient couper en fait les mesures en eau. Donc voilà, tout ça en fait c'est un doux mélange qui commence à se créer entre la partie en fait financière et la partie extra-financière, avec toutes les connexions qui vont avec, et aussi sur les parties donc biodiversité. Donc face à ça, les acteurs innovent et notamment par de l'éco-conception, voire de l'éco-socio-conception, qui en plus de prendre en compte la partie environnementale, prend en compte la partie sociale. Donc là, l'idée était de vous présenter en fait un exemple très pratico-pratique vu dans des bonnes pratiques d'audit. Au-delà en fait du bilan carbone, qui est entre guillemets les premiers pas à faire pour commencer à avoir, en tout cas sous le prisme carbone, une première idée de son empreinte environnementale, mais voilà, sous les aspects carbone. L'avantage de réaliser, quand on réalise notamment des produits, une analyse de cycle de vie, ça vient en fait décortiquer de l'extraction des matières premières en passant par la fabrication, le transport, l'usage, la fin de vie, et évidemment la conception en premier lieu, décortiquer tout le cycle de vie du produit. Et notamment, ça permet en fait de mesurer sur quels usages le produit vient être le plus impactant, et ça sur plusieurs dimensions. Donc la dimension gaz à effet de serre, mais pas que. Il y a également beaucoup d'autres éléments qui entrent en compte sur l'extraction des matières, sur la toxicité, sur, on va dire, ce qu'on appelle l'eutrophisation des ressources. En fait, c'est quand on a des milieux qui commencent à être saturés en phosphate et en nitrate et qui, du coup, viennent en fait étouffer les écosystèmes. Donc, c'est, on va dire, quelque chose qui est assez technique et compliqué à faire, mais qui est une très bonne pratique pour après mesurer à la fois ses leviers d'action et ses possibilités d'impact. Donc là, c'était un exemple là, qui est montré sur un résultat d'analyse de cycle de vie en haut à droite. Voilà, donc ça fait un peu peur au départ, mais en fait, il en sort beaucoup de choses très sympathiques. Et donc, quand on a mené, par exemple là, c'était dans l'électronique, donc le client a travaillé sur tout ce qui est boîtier en fait, qui enchâsse les cartes électroniques, et donc sur à la fois une partie biosourcée, ça Delphine aura un exemple à vous présenter après, et sur des matériaux entièrement recyclés sur les capsules et sur la partie également usage du produit. Donc là, notamment, c'est l'usage de piles et de produits électroniques. Et donc, en réduisant en fait les consommations sur le cycle de vie de tout l'appareil, et en fait, on arrive vraiment à impacter de manière très significative tout ce qui est gaz à effet de serre et consommation d'énergie, et l'optimisation des ressources avec le recyclage ou des matériaux biosourcés. Donc voilà, je laisse la main à Delphine qui va... Très bien, merci à toi. Alors, l'objectif vraiment, c'était d'essayer de rentrer dans le concret. Donc, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats fait dans cette histoire ? La réalité, c'est que, comme en toute matière,
le droit est un petit peu un des éléments à la fois fédérateur et puis il permet la mise en pratique et la mise en format, enfin, en exploitation du quotidien pour l'entrepreneur qui se lance dans ce genre de, ou qui est contraint d'être dans ce genre de démarche. Nous, on a voulu prendre un exemple d'un industriel qui va développer un nouveau matériau d'isolation biosourcé à base de fibres végétales locales. Hein. Il souhaite le commercialiser dans le secteur du bâtiment et puis il ambitionne particulièrement d'aller dans les marchés publics et de proposer un système d'éco-construction. Donc, à partir de là, nous, notre job chez Garoué, ça va être effectivement de l'accompagner à la fois dans la mise en conformité avec un certain nombre de réglementations qui viendraient à lui être appliquées. Notre événement, il va être, on a essayé de le séquencer et notre accompagnement en 5 étapes. Première, c'est aider le chef d'entreprise à qualifier juridiquement la nature du matériau. On va avoir ce matériau, effectivement, doit répondre à un certain nombre de contraintes réglementaires. Quelle est sa destination? Quels produits chimiques utilise-t-il? Et donc, sous quelle réglementation et normes il aurait vocation à se soumettre? On va aussi mettre en place une vérification de conformité, alors en droit français avec le Code de la construction et de l'habitation, mais aussi avec aux normes européennes qui doivent bien sûr ne pas être économisées dans ce style de démarche. On va aussi, c'est notre job, essayer de, quand cela est rendu nécessaire dans la démarche commerciale, de l'accompagner dans les exigences et dans la conformité liée à la recherche d'un label. Tu en as déjà parlé, Amandine, rapidement tout à l'heure. Donc, on va effectivement l'accompagner là aussi pour voir dans toute sa chaîne de valeur et de production s'il est en capacité de répondre aux exigences. Ce qu'on leur propose aussi, c'est des veilles réglementaires, alors là, sur le coup, environnemental, hein, parce qu'on se rend compte que, et ça, personne ne va être surpris de l'apprendre, que la norme est pléthorique et elle va vite, très vite parfois. Et donc, la difficulté de la conformité à la norme qui nous est applicable et la source, c'est la norme, est réellement une difficulté que l'on rencontre quand on est un chef d'entreprise. Donc, ça, c'est aussi une démarche qu'on met en place. Après, parce qu'on est juriste et avocat, sécuriser autant que possible la chaîne de valeur des partenaires. Donc, on a parlé tout à l'heure de ruissellement. Il peut y avoir aussi ruissellement de la chaîne RSE. Alors, il y a un écho qui est pas très… Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, peut-être que… Est-ce que là, c'est mieux? Ah, voilà, là, c'est parfait, merci. Je ne sais pas d'où ça venait. Et donc, on va mettre en place une sécurisation de la chaîne de valeur de l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on va revoir peut-être les contrats fournisseurs que l'on a signés, éventuellement aussi essayer de garantir le respect des clauses de propriété intellectuelle, notamment lorsqu'on va produire du nouveau, du neuf. Eh bien, il faut s'assurer qu'on est en situation de pouvoir préserver la propriété intellectuelle et industrielle. On va également les accompagner dans la mise en place de conventions de nature à assurer des partenariats de production ou de distribution. Tout ça dans l'idée de conserver la conformité avec, j'allais dire, la démarche initiale qui est de produire un matériau biosourcé. Donc, on est quand même une démarche qui est purement commerciale à la base, mais qui va entraîner un certain nombre de conséquences juridiques auxquelles il faut prendre garde. Il y a aussi, on l'oublie souvent, l'encadrement du lancement commercial et la communication associée. Pourquoi? Parce que, notamment lorsqu'on s'adresse à un public de consommateurs, eh bien, il faut que nos clients puissent être préservés le plus possible d'un risque de ce qu'on appelle le greenwashing, hein, c'est-à-dire on va promouvoir une démarche ou un produit que l'on veut éco-conçu ou avec un impact limité auprès de l'environnement. Il faut être en mesure de pouvoir le prouver qu'un consommateur est tout à fait en droit de solliciter des explications. Et s'il ne les obtient pas, il peut engager la responsabilité de l'entreprise pour un certain nombre d'irrespects de communication qui ne seraient pas conformes à la réalité. Enfin, bien sûr, notre job, c'est l'anticipation hein, et la mise en conformité continue. Donc, on va essayer autant que possible, du début jusqu'à la fin, eh bien
identifier les risques et mettre en place, tant au niveau de la chaîne contractuelle interne qu'externe, vis-à-vis de nos fournisseurs et ou de nos, par exemple, des conditions générales de vente, que l'on s'adresse à un public professionnel et de consommateurs, eh bien, on va être là pour faire en sorte que ça marche, quoi. Et que cette belle idée puisse à la fois être rapidement diffusée et puis être aussi durablement, tant au sens environnemental qu'économique, eh bien, productrice de richesse au bénéfice du business model, parce que, rappelons-le, la RSE, c'est un engagement volontaire, mais avec un objectif qui est quand même de le faire dans un cadre économiquement rentable. Donc, ça va vraiment être ça, notre focus. Et donc, l'idée, c'était de vous présenter une typologie d'intervention et peut-être réveiller chez vous eh bien, l'idée d'un besoin à satisfaire ou anticiper, ou du moins un besoin que vous pourriez avoir. Donc, j'en ai fini pour cette présentation. Amandine va nous indiquer, elle, en tant que conseil, comment, de manière très pratique, elle va accompagner ses clients sur l'angle environnemental. Alors, je vous donne un exemple d'une entreprise du BTP que je suis depuis quelques années, qui a beaucoup travaillé sur la prise de conscience de la volumétrie des déchets, puisqu'en fait, les déchets du bâtiment impactent énormément l'entreprise, puisqu'en fait, ils doivent payer pour pouvoir les faire accepter en décharge. Donc, ça veut dire que pour ça, la mise en place, ce sont des bennes de tri des différents gravats. Parce que là, ce que vous voyez, il y a une partie des gravats qui sont des gravats de béton, de plâtre, il y a de la colle et puis aussi du papier peint, tout ce qu'on veut. Il y a du bois, beaucoup de plastique également. Et donc, l'idée de cette entreprise était déjà de commencer par faire prendre conscience à la fois des volumes, mais aussi le fait que ça coûtait cher à l'entreprise de les gérer n'importe comment, parce qu'en fait, en fonction du tri et de la manière dont c'est fait, eh ben, les tarifs à la décharge ne sont pas forcément les mêmes. Donc, petit à petit, la prise de conscience, ça s'est fait sur le terrain en amenant davantage, grâce à la responsable RSE, une organisation d'ébène de manière beaucoup plus structurée et sur chaque chantier, pour que petit à petit, l'amélioration du tri se fasse au fil du temps des chantiers et que les ouvriers, comme les maîtres d'œuvre sur le chantier, puissent le faire petit à petit. Ça n'a pas été très facile, ça n'a pas été immédiat, mais ça a pris 4-5 ans pour que les choses se mettent beaucoup plus en place et de manière beaucoup plus optimisée. Donc, petit à petit, on a commencé à s'apercevoir qu'on pouvait réduire un certain nombre de déchets, mieux les ranger et mieux les faire reprendre, et ce qui a permis la réutilisation de certaines parties de déchets, notamment ceux qui permettaient d'être en gravat pour réutiliser sous les routes, mais pas uniquement. Il y a une partie des éléments qui pouvaient être transformés. Et notamment, là, j'ai passé un petit peu du temps à Change Now, qui est un salon extraordinaire sur l'ensemble des innovations que l'on trouve dans le monde. Il se trouve que des Marseillais ont trouvé, alors j'ai fait tous ces chemins pour trouver des Marseillais, qui travaillent sur les gravats de chantier, les transforment en les vitrifiant avec un système de chauffe très puissant pour pouvoir les retransformer en poudre et refaire du béton derrière, de manière à ce que lorsqu'il y a de la démolition, on puisse recréer du béton sur place. Donc, en fait, le fait qu'il y ait à la fois des initiatives qui soient prises sur le terrain par les ouvriers et les collaborateurs sur le terrain, mais aussi de faire appel à d'autres types d'entreprises, permet de rentrer dans cette économie circulaire dont Delphine parlait, à travers, soit on avait... Enfin, là, en l'occurrence, c'est une analyse du cycle de vie du béton déchet, donc mélangé avec d'autres matériaux, qui a donné suite à une capacité à faire de l'économie circulaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on étudie les matières et les matériaux que l'on a en fin de vie, plus on comprend comment s'en servir en amont ou comment ne pas les mélanger en amont. Il se trouve qu'on a une entreprise aussi à Marseille qui s'appelle Radificaré, qui est un cabinet d'architectes qui reprend les matériaux de bâtiments qui ne sont pas encore détruits pour pouvoir récupérer le plus possible de volume et pouvoir créer d'autres bâtiments et d'autres projets immobiliers à partir de récupération sur les chantiers. Puisqu'en fait, pour pouvoir faire de la réutilisation, il faut qu'on soit beaucoup plus structuré sur les déchets, la gestion de l'organisation de ces déchets pour qu'ils soient bien facilement repérables et récupérables. C'est un petit peu la photo que vous voyez sur la droite en bas, où en fait, on a réorganisé les reprises pour que, un peu comme
va chez le Roi Merlin ou chez d'autres, on va récupérer tous ces volumes-là et parce qu'on a une idée du volume et de ce que ça contient, on peut réutiliser ça sur d'autres projets. Donc ça, c'était le pilier environnement pour un exemple du bâtiment et travaux publics. Je vous laisse continuer avec d'autres exemples. Delphine, sur le pilier gouvernance sociétale. Oui, alors effectivement, on a beaucoup parlé d'environnement, mais on peut intégrer aussi l'innovation dans des prestations qu'on propose et aussi dans son fonctionnement d'entreprise. Notamment, il existe aujourd'hui en fait des dispositifs qui sont proposés par France Travail pour aider à l'intégration et l'inclusion en fait de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc ça a déjà en fait une double vertu, c'est qu'il y a une partie pour l'employeur, il y a une partie financement, donc d'aide et une partie montée en compétences et employabilité aussi côté de la personne recrutée. Donc très concrètement, ça marche comment? Alors on voit ces dispositifs beaucoup dans des sociétés à mission, notamment dans la restauration, dans le secteur de la formation, qui en fait recrutent des personnes éloignées de l'emploi, potentiellement aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, qui ont des dispositifs en fait de montée en compétences et qui, in fine, permettent une employabilité avec des accords chez des recruteurs qui, eux, y trouvent la plus-value en fait de pouvoir recruter dans des secteurs où parfois qui sont en tension, comme la restauration, mais bon, pas que. Aujourd'hui, on voit aussi ça dans d'autres secteurs beaucoup plus de manière, on va dire, beaucoup plus étonnante, notamment dans l'ingénierie. C'est des dispositifs que j'ai vus sur des audits ingénierie aéronautique, où en fait, par exemple, il y a des pénuries de techniciens sur des axes mécaniques, électrotechniques, ou voilà, sur des secteurs qui sont en pleine mutation et des métiers en tension. Et en fait, on va recruter des profils qui étaient un peu éloignés de l'emploi et on les fait monter en compétences, ce soit avec un dispositif de formation interne et des phases de tutorat, soit par des organismes de formation qui viennent en fait dans le package et qui sont en partie financés. Donc voilà, c'est une relation qui est gagnant-gagnant à la fois pour l'employeur et à la fois pour l'employé, et qui vient en fait innover sur quelque part le sourcing des ressources là, humaines au niveau de l'entreprise et des prestations qu'elle peut proposer chez par exemple de grands donneurs d'ordre. Voilà. D'autres exemples sont aussi en lien. Je vous laisse Delphine les présenter. Oui, très, très rapidement, parce qu'en fait, on est un petit peu juste au niveau du timing. Hein. On s'est laissé avoir par le temps qui passe. Et donc, effectivement, il y a... Et puis d'abord, je dis à ceux qui le souhaitent vraiment par message sur notre compte LinkedIn chez Garoé, nous transmettrons avec plaisir cette présentation. Donc, on a la sensibilisation qui est aussi d'un point de vue politique, sur la gouvernance. On va effectivement sensibiliser à la stratégie et à la conformité ESG. On va intégrer des engagements dans des documents commerciaux également. Là aussi, on peut aider. Les politiques internes, les révisions des conditions générales, lorsqu'on répond à un appel d'offres, on l'a déjà dit, lorsqu'on rédige une plaquette commerciale aussi, on peut accompagner sur cette manière de mise en conformité et de démonstration aux autres, c'est-à-dire à ceux qui nous entourent en tant que chef d'entreprise, nos engagements. Et puis, on l'a dit aussi sur la validation en conformité des acheteurs publics à plusieurs reprises, mais je dirais aussi les acheteurs privés. Moi, j'ai entendu dire que certains marchés publics récemment exigeaient jusqu'à 25 points pour une conformité RSE. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a le pilier sociétal aussi que vous voulez évoquer rapidement, Amandine. Oui, c'était juste pour vous montrer que dans les entreprises qui se trouvent sur Aix-en-Provence, donc dans la région sud, on travaille bien. Là, sur les piliers sociétals, c'est simplement pour dire que l'entreprise a déjà mis une démarche RSE en place depuis plusieurs années, et plus la maturité avance, plus ils travaillent sur des sujets de compensation ou d'engagement avec la société. Leurs 3 éléments, c'était de travailler avec la Ligue contre le cancer, de donner un peu de temps et d'argent sur les Restos du Cœur, de travailler aussi à mieux recevoir leurs stagiaires, et donc ils ont même été certifiés comme étant Happy Stagiaires, Happy Trainees, pour pouvoir montrer qu'en fait
fait, l'accueil et l'accompagnement des jeunes se fait bien. Et puis, ils ont été jusqu'à un des dirigeants à même quitter l'entreprise, mais continuer à travailler avec eux pour travailler sur la reforestation en région, en France, mais aussi à l'étranger. Donc, le pilier sociétal, en fait, on peut le prendre sur le plan humain, sur le plan compensation, on peut le travailler sur du temps passé en mécénat de compétences. Il y a plein de façons de s'investir en sociétal, en fait. Alors là, pareil, hein, sur ce thème-là, effectivement, je vous ai pris l'exemple du fonds de dotation parce que c'est un exemple qui permet vraiment de structurer de manière extrêmement professionnelle nos actions dites de mécénat, hein, puisque là, on est dans le cadre de la réglementation mécénat, qui n'est pas une réglementation toute jeune, hein, qui existe depuis désormais un certain nombre d'années et qui a été effectivement prise à bras-le-corps par un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont définir une politique que l'on pourrait placer sous le pilier, le plan social, à destination effectivement d'un engagement particulier qui va servir probablement le développement global de l'entreprise. Donc là, évidemment, nous, on a un rôle à jouer qui est important, et c'est ce que nous faisons de nos clients. On va les accompagner dans la définition stratégique du fonds parce qu'on a là une conformité essentielle avec de nature principalement fiscale. Donc, il y a quand même un risque à déminer lorsqu'on se lance dans ce style de projet. Pourquoi? Parce qu'un fonds de dotation, il permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux aux personnes qui font des dons, donc extrêmement réglementé. Mais c'est aussi un outil formidable au service de l'engagement sociétal notamment. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer sur le slide d'après, qui est un exemple justement de mécénat en nature ou de compétences. Oui, alors bon, on va passer rapidement, mais c'est un exemple par exemple de mécénat de compétences au cabinet pour vous partager. Donc, on a en fait une journée par an et par collaborateur qui est dédiée à ce mécénat de compétences avec par exemple là une participation en fait à la collecte de la banque alimentaire. Donc voilà, il existe tous les dispositifs dont Delphine a parlé. Et puis après, il est vrai que quand on est sur le terrain et qu'on voit et qu'on participe, il y a voilà aussi, c'est un autre pendant et qui est intéressant aussi. Mais je pense qu'on peut passer peut-être après aux parties financement, si vous êtes d'accord. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous trouverez les autres exemples, mais ce qui est le nerf de la guerre, pardon, mais il ne faut pas l'oublier, c'est combien ça coûte. Ça, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre parce que ça dépend des situations. Mais comment on finance ça, en revanche, il y a tout un tas d'outils qui existent et qui méritent vraiment d'être appelés. Je pense que ça clôturera magnifiquement cette présentation que de les évoquer. Oui, alors là, c'était par exemple pour la décarbonation. Donc, évidemment, il y a soit j'autofinance, hein, ça c'est une option, mais voilà. Donc, mes actionnaires sont d'accord, ils peuvent investir dans le vert, voilà. J'optimise ma rentabilité. Et après, on peut regarder aussi quand on fait de la transition. Donc, souvent, on a de l'électrique, on a des nouvelles compétences, donc un budget de formation qui va avec et de sensibilisation. Bon, voilà, ça c'est le pan j'autofinance. Mais sinon, il y a plein d'autres dispositifs, notamment les prêts verts dans la BPI, la Banque publique d'investissement, qui est quand même en fait la banque du climat. Les organismes bancaires aujourd'hui présentent aussi des taux bonifiés pour certains projets. On a aussi des systèmes d'obligations vertes, les green bonds, et des fonds d'investissement qui peuvent venir, notamment private equity. Et on a également donc des avances remboursables au côté ADEME. Donc ça permet en fait de déjà commencer un projet sans avoir à finir le projet pour avoir des fonds. Donc ça permet une avance de fonds qui est appréciable au niveau de réseau. Et ensuite, on a une partie d'aide publique aussi. On a, Delphine en parlait, des avantages fiscaux en fait sur les parties sociales, mais on a les mêmes choses sur les parties environnementales, notamment pour tout ce qui est industrie et financement d'outils industriels, on va dire décarbonés. Et on a des subventions qui sont possibles par la BPI, bon, par les formations, les OPCO évidemment, des subventions européennes aussi, notamment les fonds FEDER et régionales, avec des acteurs comme la CCI ou les régions. Et je pense qu'Amandine va passer donc sur un autre exemple en région sud.
Alors pour le coup, pour bien expliquer un petit peu la différence entre toutes ces aides, on finance la transition sur plusieurs angles. Là, je vous ai montré un slide qui concerne davantage le financement de la transition écologique et numérique, puisque moi j'ai une dimension numérique plus forte. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc. Soit on travaille avec une transition écologique à travers plusieurs dispositifs, dont CEDRE. Il y a la transition écologique qui s'appelle Tremplin pour la transition, ou alors un prêt éco-énergie si vous avez envie de travailler sur l'efficacité énergétique de vos bâtiments ou travailler sur des éléments qui sont liés plutôt à l'énergie électrique. Ensuite, il y a la transition numérique. Donc, la transformation, elle se fait en passant surtout par la protection, par la cybersécurité. Là, il y a aussi une enveloppe entre 2 et 5 000 euros. Et sur ce développement, avec un volet digital qui est un petit peu en fonction de votre chiffre d'affaires et de la taille de votre entreprise. Ensuite, il y a vraiment des aides qui sont spécifiques aux TPE, aux micro-entreprises. Donc, il y a CEDRE Premier Pas et CEDRE Investissement qui sont effectivement assez bien utilisés dans la région Sud, il faut le savoir. CEDRE, c'est vraiment un dispositif clé en région Sud, n'existe pas dans d'autres régions. Le prêt éco-énergie, qui est aussi un peu le même que celui du prêt éco-énergie dont on parlait tout à l'heure, mais qui est vraiment pour des entreprises qui sont existantes depuis plus de 3 ans, avec un bilan depuis plus de 3 ans. Parmi toutes les aides, vous en avez plusieurs et tout ça dans celles que j'ai citées. Donc, celle premier pas, c'est autour de 3 000 euros avec un accompagnement sur 3 ans avec un auditeur spécifique. Le bouclier cyber, c'est vraiment la mise en place de la cybersécurité au sein de votre entreprise sur un audit, pareil, cadré sur quelques jours, à peu près 5 jours. CEDRE Investissement, là, vous rentrez dans une démarche où vous allez investir sur une machine industrielle ou sur un fonctionnement beaucoup plus abouti en usine ou sur un investissement co-construit avec d'autres partenaires. Et après, vous pouvez aller jusqu'à 500 000 euros quand vous travaillez sur France 2030, qui est un programme plutôt national et qui demande d'avoir beaucoup plus de travail, qui est régional si on le travaille avec une dotation et des montants très précis. Mais on peut faire aussi appel à certaines aides en national si on va très loin dans l'innovation et si on a besoin d'un écosystème plus large. Donc voilà un peu vite fait quelques chiffres qui vous donnent un petit peu l'envie aussi de vous dire que la transition, ce n'est pas que des mots, hein, c'est aussi de l'aide de l'État et chacun y met sa part. Un autre élément, pour travailler davantage sur l'économie circulaire cette fois, donc Rising Sud, qui est en fait une émanation de la CCI, c'est un peu le nouveau nom de la CCI à Aix-Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon. Et donc, du coup, là, on est plutôt sur une démarche plus large. On est sur des financements avec une étude de faisabilité de 15 000 euros jusqu'à la proof of concept, c'est-à-dire vraiment la création d'une vraie expérience, d'une innovation réalisable et réalisée en tout cas sur un vrai cas avec un premier client, par exemple, jusqu'à 50 000 euros. Donc, on est sur des offres d'aide sur l'économie circulaire qui sont intéressantes à travailler aussi. Vous pouvez regarder sur le flashcode à quoi ça consiste, sur le QR code, pardon, les éléments qui peuvent vous intéresser. Et vraiment, ce qui concerne l'économie circulaire, c'est App to Cycle qui est véritablement le tenant clé de cette partie circulaire, puisqu'en fait, on fait appel à des experts sur des matériaux pour pouvoir faire de l'économie circulaire sérieusement. Donc là, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous y mettre. Ben voilà, on arrive au bout. Désolée pour ce retard finalement 5 minutes, c'est raisonnable comme retard. Évidemment, s'il y a des questions, on peut y répondre. Je crois pas, j'ai pas vu dans le chat de questions précises. Ce qui est certain, c'est que ce webinaire sera à disposition sur l'ensemble de nos plateformes respectives, que ce soit chez Cron-Ficorec, chez Stedia ou chez Garoé. Vous pourrez à tout loisir le consulter, le partager aussi, ça on vous y invite. On reste bien sûr disponible pour échanger via les réseaux avec vous si des questions surviennent a posteriori, naturellement. J'en profite pour rappeler notre deuxième webinaire. Voilà, venez nous soutenir le 22 mai 2025. On sera ravis de vous retrouver pour étudier cette fois-ci en quoi la RSE est un élément essentiel au service du développement économique. Aujourd'hui, c'était l'innovation, comment soutenir une innovation se basant sur la RSE. Le 22 mai, ce sera le développement économique et la RSE à son soutien. Voilà. Je voulais remercier Delphine Place d'avoir su se rendre disponible et d'avoir préparé ce webinaire depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé. Merci Amandine Rovert aussi pour ton intervention. On se retrouve donc le 22 mai et on espère d'ici là avoir l'occasion d'échanger
avec vous via nos réseaux ou nos comptes Internet respectifs. Bonne fin de journée à vous et pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, bon appétit. Merci. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt. Rendez-vous le 22 mai du coup. Ah, alors on a une question, comment avoir les bientôt. liens des webinaires suivants de Thomas? Ah, Thomas, le webinaire, si vous nous suivez, vous allez avoir l'information de manière certaine et ça ne vous échappera pas, c'est sûr. Suivez le compte Garoé, Ficorec, Estedia ou nos comptes personnels Oui, respectifs. surtout Voilà. on se connaît bien avec Thomas, donc il va nous suivre. Voilà, donc Thomas demandera à Amandine qui se fera un plaisir de lui transmettre le lien. Voilà, sinon ils seront sur les posts LinkedIn. À très bientôt en tout cas. À très bientôt, merci à tous. Merci à vous, au revoir.